Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et surtout que le Père Noël vous a très bien gâté. Et je pense que vous le méritez certainement. Et donc aujourd'hui, comme promis dans les différentes stories que je vous ai proposées sur mes réseaux sociaux, je vous propose de découvrir un atelier 100% Photoshop créativité à travers lequel nous allons pouvoir découvrir comment j'ai pu, sur la base de ces 13 prises de vue réalisées sur la place du commerce à Lisbonne, pour ceux qui ne connaissent pas cette très belle ville, comment sur la base de ces 13 prises de vue j'ai obtenu donc ce très beau composite. Vous l'avez compris, cette image, donc ambiance urbaine Lisbonne, sur le thème la ville en mouvement, et donc le résultat d'un assemblage créatif réalisé entièrement sur Photoshop. Nous allons non seulement aborder l'aspect technique prise de vue sur le terrain, nous allons aussi parler de l'intention photographique, car derrière tout un travail créatif comme celui-ci que je vous propose, il y a forcément toute une réflexion en amont, il y a une intention photographique. Je sais pourquoi je vais sur le terrain, je sais pourquoi je vais aller chercher une séquence de prise de vue pour, bien sûr, vous l'avez compris, avoir suffisamment de matière à travail pour donner une réalité à mon idée, à l'imaginaire, donc cette ambiance urbaine en mouvement. Et pour être totalement complet sur l'approche pédagogique liée à cet atelier, encore une fois 100% Photoshop créativité, je vous propose tout simplement la possibilité de télécharger gratuitement les 13 prises de vue pour que vous puissiez donc directement chez vous, à votre rythme, travailler sur cet atelier créatif, faire votre propre assemblage, car je pense que la pratique, c'est certainement le meilleur moyen donc d'intégrer toute cette réflexion créative autour de cette prise de vue. Et pour finir cette présentation, avant que l'on découvre ensemble donc cet atelier 100% Photoshop créativité, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié donc non seulement l'atelier lui-même avec cette technique du time blending, puisque le but du jeu est de réaliser différentes prises de vue sur un certain temps donné, d'aller chercher de la matière à travail pour donner vie encore une fois à un imaginaire, à une idée. Donc ensuite, bien sûr, avec tout le travail d'amalgame. Si vous avez apprécié cet atelier, n'hésitez pas à commenter donc la vidéo, à me dire tout simplement si vous avez apprécié ce genre d'approche donc un peu spéciale. Si cette approche photographique est une découverte pour vous ou si vous pratiquez ce genre de technique, en tout cas dites-moi en gros si vous avez apprécié. Et bien sûr, likez et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Allez, assez de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc la découverte de cet atelier 100% Photoshop créativité. Allez, à tout de suite. Je vous propose dans un premier temps de passer par un poste essentiel, obligatoire, important, qui consiste donc à prendre en charge la totalité des fichiers négatifs numériques, donc les fichiers RAW, issus de ma session de prise de vue. Pour développer mes fichiers négatifs numériques, je vais utiliser Lightroom, mais on peut très bien utiliser Camera Raw puisque ce sont exactement les mêmes logiciels, les fonctions sont les mêmes, c'est uniquement l'interface qui change. Donc, dans un premier temps, j'ai téléchargé les 13 prises de vue issues de ma session de shoot, et à partir de là, on va déjà dans un premier temps faire une sorte de pré-traitement de ces 13 shoots, car là, très honnêtement, si on regarde la globalité de la session, on a un éclairage qui est totalement jauni, on le sait, c'est lié bien sûr directement à la température de l'éclairage urbain, et dans ce cas, je trouve que c'est toujours assez difficile d'analyser donc la qualité des prises de vue. Je vais donc vous proposer dans un premier temps de résoudre cette problématique qui est liée à la température de couleur. Ça va être très rapide avec le sélecteur de balance des blancs. À partir de là, on va pouvoir analyser plus précisément les shoots, la partie technique, donc les vitesses, etc. Et on va prendre shoot par shoot pour ensuite sélectionner les diverses prises de vue qui vont venir composer mon image finale. Ensuite, nous allons développer l'ensemble, les envoyer sur Photoshop pour réaliser le mixage de l'ensemble des prises de vue sélectionnées. Je vous propose donc dans un premier temps de commencer par l'ajustement au niveau de la température de couleur. C'est vrai que les images sont totalement jaunies, c'est quasiment impossible d'apprécier la qualité de mes prises de vue. Donc je passe sur le module développement, je sélectionne les 13 prises de vue et je vais aller chercher le sélecteur de balance des blancs qui est ici. Alors, nous sommes sur la place du commerce à Lisbonne. La couleur symbole de Lisbonne, c'est le jaune. Donc, c'est-à-dire qu'on a des inserts de peinture jaune souvent sur les façades. Par contre, ici, la partie basse, je sais que souvent, c'est soit une pierre calcaire blanche, des fois, c'est du marbre, donc du marbre blanc. Et on peut considérer qu'on peut utiliser
cette partie-là comme référence de valeur de gris, car c'est très important, vous le savez, réaliser une balance des blancs avec un sélecteur, en utilisant le sélecteur de balance des blancs, c'est d'aller piper, d'aller cliquer sur une matière la plus neutre possible. À partir de là, Lightroom va calculer la température de couleur. Donc, je vais venir cliquer ici et j'obtiens ce résultat. Avant, on était très jaune, maintenant, on est beaucoup plus neutre, mais je trouve cette image un peu froide. À partir de là, donc dans un premier temps, j'ai indiqué une valeur neutre, donc à Lightroom avec le sélecteur de blanc, et on a donné cette température qui correspond donc à 2900 Kelvin. Par contre, c'est encore un peu froid, donc je vais réajuster parce que j'aime bien quand même réchauffer un petit peu mon image. Donc je prends la température et je la remonte un tout petit peu, voilà. Je réchauffe un tout petit peu. Je pense que le résultat est plus joli que ce qu'on avait juste avant, donc qui était un peu trop froid pour moi. Ensuite, je passe sur correction de l'objectif, donc j'active la suppression des aberrations chromatiques, activer le profil de correction de l'optique. Là, j'utilise un 1635 f2.8, qui est donc l'optique que j'utilise très souvent en photographie de paysage. Au passage, une petite pause, juste pour vous informer que tous les process, toutes les interventions que je vais faire sur ces photos, que ce soit au niveau de Lightroom et même de Photoshop par la suite, toutes les actions que je vais appliquer à mes images ne vont pas être développées ni expliquées, car ce n'est pas une formation de niveau débutant, c'est une formation de niveau avancé, voire expert. Donc si vous vous sentez un peu, entre guillemets, largué par mes propos, je vous propose de vous rendre directement sur ma galerie de formation. Vous allez trouver largement de quoi vous former, en tout cas largement de quoi acquérir les bases, que ce soit au niveau de Photoshop et bien sûr de Lightroom. Ensuite, nous passons sur le volet détail. Et là, je suis sur mon 1635 f2.8, je le connais très bien, je sais que je peux pousser le gain de netteté de 40 à 70. Donc c'est vraiment le maximum. Au-delà, ça devient souvent exagéré, donc faites attention à ne pas abuser de ce curseur. Le masquage, j'appuie sur Alt, je clique sur masquage et là, je vais uniquement accentuer le piqué sur les détails de l'image. Et donc on va éviter bien sûr d'apporter du piqué sur les surfaces lisses. Il n'y a strictement aucun intérêt. Voilà. Luminance, je pense que j'ai travaillé en ISO 100, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de montée de bruit, même si on regarde un peu, ça se passe très bien, donc je vais le laisser à 0. Je ferme le volet détail, ensuite on va passer par le volet de transformation qui nous permet souvent de récupérer les déformations liées à l'utilisation de certaines optiques, on va dire plus particulièrement bien sûr les optiques grand angle. Là j'utilisais sur ma séquence un 16-35 qui est une optique grand angle, mais j'ai shooté à 35 mm de distance focale et en plus je suis à ras du sol, donc avec la possibilité de l'amplitude de pouvoir travailler sur la contre-plongée de mon boîtier, donc ça m'a permis de cadrer de telle façon que je n'ai quasiment pas de convergence de verticale. On a un tout petit peu, mais vraiment c'est très très léger. Donc je vais le laisser ça comme ça. On verra si au final j'ai besoin d'ajuster ou pas au niveau de Photoshop. Je ferme le volet de transformation. Ensuite on va sur réglage de base. Alors tout à l'heure, dès le départ, on a dans un premier temps ajusté la température de couleur liée, comme vous le savez, à la température de l'éclairage urbain. Donc cet effet de lumière totalement jaunie en utilisant le sélecteur de balance des blancs. Maintenant, on va pouvoir ajuster ou pas, ça dépendra. Certaines choses au niveau de la couleur, au niveau de l'aspect global de l'image, avec le volet réglage de base. Par contre, une chose que moi je considère importante, en tout cas pour moi, par rapport à mon univers de photographe, par défaut, sous Lightroom, vous aurez toujours le profil couleur correspondant à Adobe Couleur. C'est-à-dire que souvent, vous avez ce profil qui est proposé par défaut. Ça, à ce niveau-là, c'est un choix personnel. Moi, j'aime plutôt utiliser l'Adobe Standard, qui est un profil beaucoup plus neutre. C'est-à-dire, si je l'utilise, vous voyez, on est moins coloré. L'Adobe Couleur donne ça, l'Adobe Standard donne ça. C'est-à-dire qu'on est moins coloré. On est aussi un petit peu plus plat au niveau du contraste. C'est-à-dire qu'on a une meilleure douceur, pour moi en tout cas, au niveau des demi-tons. Après, c'est un choix personnel, c'est à vous de choisir en fonction du résultat recherché. Mais en tout cas, par rapport souvent à ma démarche créative, par rapport à l'univers que j'aime vous proposer, j'aime bien démarrer sur une base d'Adobe Standard qui correspond parfaitement à ma démarche photographique. Donc, je prends l'Adobe Standard. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de clarté, on va dire plus 10, pour donner un peu plus de brillance à l'ensemble de l'image, pas de trop. Je vais les vérifier
mes surexpositions, donc avec l'alerte qui est ici, donc c'est les points rouges. Et là, c'est logique, les surexpositions que j'ai, elles sont uniquement au niveau des lampadaires. C'est tout à fait logique. Et la sous-exposition, je n'en ai pas. C'est-à-dire que si on regarde l'histogramme, j'ai à la base une prise de vue parfaitement maîtrisée au niveau donc de la dynamique de lumière. Donc que ce soit au niveau des basses et hautes lumières, j'ai une prise de vue qui est totalement bien équilibrée. Donc je n'ai pas besoin d'intervenir sur ce paramètre. Je ferme le volet réglage de base et on va en rester là au niveau de l'optimisation de ma séquence de prise de vue, donc de mes fichiers négatifs numériques. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On a réglé tous les problèmes donc, de correction d'optique avec les aberrations d'optique. On a chargé le profil lié à l'optique utilisée, mon 1635 f2.8. On a fait quelques ajustements au niveau des réglages de base. On a bien sûr réalisé une balance des blancs personnalisée. Et donc, pour moi, l'optimisation de mes fichiers négatifs est terminée car je vous le rappelle, l'essentiel du travail va être réalisé sous Photoshop, donc je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin au niveau du traitement Lightroom. Je vous propose maintenant de passer à la phase numéro 2. On va pouvoir développer la partie technique, la partie prise de vue, donc choix du cadrage, comment gérer une mise au point quand on a un reflet. Là, on le voit sur cette image, on a un très beau reflet. Ensuite, on va parler bien sûr vitesse, gestion de la vitesse, c'est très important puisque on va devoir figer certains éléments qui sont en mouvement, comme les voitures, les tramways. Donc, on va développer cette partie-là. Et ensuite, on va faire la sélection sur la base donc des 13 shoots qui sont ici pour ensuite passer sous Photoshop. Avant de passer à la partie sélection des diverses poses qui vont venir composer mon image au final, j'aimerais dans un premier temps échanger autour de la démarche photographique. Ne l'oublions pas, nous sommes photographes, on a forcément une réflexion au niveau de la démarche photographique. On va réfléchir sur le cadrage, d'ailleurs je vais afficher la pose numéro 12 qui est celle-ci. Donc on va composer, réfléchir sa composition et à partir de là on va adapter le triangle d'exposition, la sensibilité, la distance focale et bien sûr l'ouverture pour obtenir une pose. Encore une fois, vous allez voir, ce n'est pas une pose qui est liée au hasard. Donc sur cette prise de vue, je suis à 5 secondes. Donc j'ai décidé de ce cadrage. Nous sommes à Lisbonne, place du commerce, la place centrale de Lisbonne. Il venait juste de pleuvoir et donc très logiquement, moi dès qu'il pleut en ville, j'aime travailler sur les reflets car je trouve que c'est un très bon moyen d'enrichir donc un premier plan, c'est le cas ici, on a un très beau reflet, on a un reflet parfait du bâtiment dans l'eau et je n'ai pas voulu avoir j'aurais très bien pu avoir un reflet complet, mais j'ai intégré de la matière au sol. Vous voyez ici, on a donc c'est le bitume de la route. On voit aussi des matières apparaître et on voit aussi en transparence qu'on n'est pas sur un reflet complet, on a aussi de la matière en transparence. Donc ça c'était vraiment l'intérêt, c'était vraiment dans ce sens que j'ai cherché ce cadrage. Je ne voulais pas un reflet complet. J'aurais très bien pu aussi me mettre pleine face au niveau du trame. Je trouvais ça moins dynamique, donc je me suis légèrement décalé sur la droite pour donc mettre mon boîtier légèrement tourné vers la gauche pour avoir cette fuyante vers la gauche. Donc ça c'est vraiment mon cadrage. Et j'étais à peu près à 50 cm du sol, ce qui me permettait d'être dans la zone minimum de mise au point. Et j'ai fait en sorte, en jouant sur la contre-plongée de mon boîtier, de faire en sorte que tout est vertical, soit parfaitement vertical. Après réflexion, observation, j'ai décidé de travailler sur ce cadrage. Mon boîtier est sur trépied, c'est logique. N'oublions pas que nous allons travailler sur une session de prise de vue qui peut durer 20, 30 minutes, même des fois 1 heure. Ça dépend donc de ce qu'on recherche au niveau des prises. Donc mon boîtier est sur mon est fixé sur mon trépied parfaitement stable. À partir de là, je verrouille tout et je sais que mon cadrage ne bougera pas. Je suis à 35 mm, c'est très important. La mise au point, je l'ai faite sur le tram, enfin pas sur le tram puisque ma première pose c'est celle-ci. La voici. Donc là j'ai composé dans ce sens-là. Je savais que le tram allait s'arrêter puisqu'il y a une personne ici qui attend pour monter dans le tram. On a d'ailleurs une deuxième personne qui est ici. Donc je savais que le tram allait s'arrêter. 35 mm qui correspondent donc à mon cadrage, ISO 100. Et ensuite il a fallu travailler sur l'ouverture. Alors là j'ai travaillé à F11 et F11 était pour moi largement suffisant. Ma mise au point, j'ai très bien pu la faire ici. C'est-à-dire qu'habituellement, ma mise au point, je la fais toujours sur la ligne de force basse, à peu près ici, pour répartir suffisamment ma profondeur de champ et couvrir toute ma composition dans un champ de netteté. Mon image sera
totalement net. Sauf que dans ma réflexion, je me suis dit, bon, ok, je pourrais très bien faire ça, mais mon sujet principal, c'est quand même le bâtiment avec son reflet. Je cherchais surtout à avoir un bâtiment et son reflet totalement net, et surtout, bien sûr, d'avoir un tram le plus net possible. Le voici d'ailleurs, c'est la pose numéro 12. Donc sur cette base-là, sur cette base de réflexion, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, je vais faire ma mise au point sur l'arrêt de bus, puisque c'est aussi un arrêt de bus qui est ici. J'ai fait ma mise au point à peu près ici, voilà. Et donc, à F11, j'avais tout mon plan arrière, puisque c'est le sujet, totalement net, et j'avais un petit début de flou. On sent qu'il y a un petit flou au niveau de la matière, au niveau du sol, ici. Oui, c'est un peu flou. Par contre, le reflet est parfaitement net. Et je trouve que cette démarche est très intéressante en termes de démarche photographique, car le fait de travailler sur une profondeur de champ un peu répartie différemment, on n'est pas dans de l'hyperfocal, ça ne m'intéressait pas dans cette composition. Le fait d'avoir un plan arrière parfaitement net, avec son reflet, ça me permettait aussi de travailler sur la matière de premier plan et d'avoir un mix flou et net. Je trouve que ça dynamise. Si j'avais eu la totalité de mon premier plan totalement net, ça aurait été beaucoup plus difficile à lire. Là, on voit bien, particulièrement ici, on a des matières un peu floues qui sont en comparaison avec des matières nettes, et ça simplifie la lecture et ça dynamise encore une fois la composition. Et d'ailleurs, je vous conseille systématiquement, quand vous décidez d'intégrer un reflet à votre composition, particulièrement en ville comme c'est le cas, d'avoir une vraie réflexion au niveau de votre démarche photographique. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des photos, que ce soit même en photographie de paysage ou en photographie ambiance urbaine, nous ne sommes pas obligés d'avoir des photos avec un champ de netteté qui couvre la totalité de la composition. On peut très bien jouer, comme c'est le cas sur cette prise de vue, sur une profondeur de champ répartie différemment, en jouant sur l'ouverture pour avoir donc déjà un plan arrière parfaitement net, l'abribus est net puisque c'est là où j'ai fait ma mise au point, l'immeuble est net, tout mon plan arrière est net avec les personnages et donc très logiquement le reflet, comme le nom l'indique, c'est le reflet de son sujet. Comme mon plan arrière est totalement net sur sa globalité, j'ai mon reflet qui lui aussi est totalement net. Et ça, c'est vraiment très intéressant en termes de rendu très graphique. Et donc le fait de travailler sur une profondeur de champ un peu plus courte, F11, j'ai provoqué un début de flou sur mon premier plan, la matière qui est au sol, et ça donne ce résultat que je trouve personnellement très dynamique. Donc réfléchissez toujours à votre démarche photographique, et non, on n'est pas obligé d'avoir de la netteté de partout dans une composition. On peut décider de composer différemment en fonction, bien sûr, de son univers, de sa démarche photographique, en fonction du résultat recherché. Pour la partie gestion technique de la prise de vue, gestion du triangle d'exposition, je suis en mode manuel, donc en mode M sur mon boîtier. J'ai réglé mon boîtier donc à une sensibilité imposée à ISO 100. On a l'information sur le cartouche à droite, sur une distance de focale à 35 mm. F11, donc l'ouverture de diaph, on le sait pourquoi. On a très largement échangé dessus précédemment pour obtenir un temps d'exposition à 8 secondes. Alors ce temps d'exposition à 8 secondes n'est pas lié au hasard, c'est un temps calculé donc en fonction des paramètres que j'ai définis dans mon triangle d'exposition pour avoir un temps d'exposition assez long pour pouvoir couvrir donc le passage des voitures. On a l'exemple ici à l'écran. Je suis sur une pause à 8 secondes et les 8 secondes m'a permis, donc c'est une pause longue, m'a permis de fixer les phares, donc soit les phares avant ou les phares arrière des voitures qui traversent ma composition. Là c'est pareil, j'en ai encore une autre. Et donc ça m'a permis, en travaillant sur un temps d'exposition à 8 secondes, de pouvoir être sûr d'avoir des filets de voitures complets. C'est-à-dire que si j'avais été trop court, par exemple à 2 ou 3 secondes, j'aurais peut-être eu le début d'un filet ou la fin d'un filet, mais je n'aurais pas eu les filets complets. Donc ça c'est très important. Réfléchissez encore une fois au niveau de votre triangle d'exposition pour analyser. Vous allez, en arrivant sur place, plus ou moins analyser, puisqu'après avec l'expérience, ça va quand même assez vite, c'est de se dire, voilà, combien de temps va mettre le taxi ou le bus ou la voiture pour traverser toute ma composition. Et à partir de là, on ajuste. 8 secondes, ça couvrait très largement donc le passage des voitures, puisque là, c'est quand même une avenue donc qui passe relativement vite. Et si on remonte la totalité des shoots par le premier, là je suis sur 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, ensuite encore 8 secondes, et j'arrive donc toujours à avoir des filets plus ou moins intéressants. Sauf que arrivé au shoot numéro 8, vous remarquerez que je suis passé à une ouverture de diaph à F9, ensuite à 5 secondes.
Et là, on le voit tout de suite en remontant les shoots que 5 secondes, c'est bien trop court pour avoir des filets de voiture complets. On le voit sur le shoot numéro 10. J'ai juste le début ou la fin d'un filet, mais je ne l'ai pas complet puisque 5 secondes, c'est trop court. Alors pourquoi j'ai décidé en cours de route de passer de F11 à F9 en termes d'ouverture de diaph pour obtenir donc au final 5 secondes et non plus 8 secondes, car les 5 secondes m'ont permis, et donc je vais vous montrer juste après, m'ont permis de réaliser ce shoot. Car après avoir eu suffisamment de prise de vue avec des filets de voiture pour enrichir ma composition, j'ai décidé de travailler sur cette fois-ci une prise de vue spécifique pour bien fixer mon tram à l'arrêt. Si on voit sur le shoot numéro 10, il y a une passagère qui attend donc un tram. Je savais que le tram allait forcément s'arrêter et je me suis dit voilà, 8 secondes c'est trop long, je vais faire en sorte de régler mon triangle d'exposition pour avoir au final un temps d'expo de 5 secondes qui m'a permis donc d'obtenir, on va zoomer dessus, d'obtenir un tram parfaitement net. Donc 5 secondes c'est le temps qu'il a fallu au tram pour donc attendre que le tram s'arrête. J'ai déclenché à ce moment-là, très précisément, quand il s'est arrêté. Et avant même qu'il redémarre, j'ai réussi à faire ma pause. Donc c'est très important. Et là, c'est vraiment une vraie démarche de réflexion de photographe, puisqu'on doit travailler sur son triangle d'exposition. C'est un exercice qui est vraiment très enrichissant. Et en plus, j'ai eu quand même pas mal de chance, puisque si on regarde le shoot numéro 11, malgré le fait d'être à F9 avec un temps d'expo à 5 secondes, j'ai quand même réussi à avoir de très très beaux filets de lumière. On le voit sur la prise de vue, on a des lumières supérieures avec des reflets, des beaux reflets au niveau de l'eau. Et là, c'est les nouveaux tramways qui sont donc les tramways modernes de Lisbonne qui sont beaucoup plus rapides avec des éclairages très spécifiques. Et donc là, j'ai vraiment eu un énorme coup de chance car ce shoot-là, très clairement, je sais que je vais le sélectionner pour réaliser ma composition. Donc voilà, la présentation autour de la partie donc démarche photographique, cadrage, gestion technique du triangle d'exposition est terminée. Je vous propose maintenant de passer à la sélection des diverses shoots que je vais utiliser pour composer mon image au final. Nous avons donc, dans un premier temps, découvert mon approche photographique sur ce genre de sujet, comment j'aborde ce genre de prise de vue ambiance urbaine, comment je cadre, comment je réfléchis ma prise de vue pour la dynamiser le plus précisément possible, d'avoir un résultat le plus graphique possible. Ensuite, on a découvert un peu les paramètres que j'applique dans ce genre de situation au niveau de mon triangle d'exposition. Et maintenant, on va devoir passer par une phase qui est tout aussi essentielle sur la base donc de cette session de prise de vue composée de 13 shoots, d'aller checker photo par photo pour aller extraire, sélectionner les éléments que je vais pouvoir utiliser pour scénariser, composer mon image finale. Donc je passe sur le volet développement. On a donc cette première prise de vue qui est relativement neutre malgré la présence de feux arrière de voiture avec des petits filets rouges. Et j'aime bien, moi, dans ce genre de démarche, quand je me lance dans ce genre de démarche très créative où on doit imaginer, scénariser, composer son image finale, j'aime bien démarrer sur la base, on va dire, d'une toile vierge, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre la photo la plus neutre possible. Celle-ci est très intéressante, mais j'ai quand même des filets rouges. Et je sais que, puisque c'est quand même moi qui ai réalisé les shoots, je sais que j'ai un shoot qui est celui-ci, le voici, le shoot numéro 5. On a une image qui est totalement neutre. On a l'ambiance urbaine, on a les reflets, tout est parfaitement en place et je n'ai aucune incidence d'éléments en mouvement. Pas de tramway, pas de taxi, pas de filet rouge ni de filet blanc. Donc je pense que je vais démarrer, enfin c'est même sûr, je vais démarrer sur cette prise de vue que je vais enrichir avec d'autres éléments. Donc je la sélectionne, je la mets dans ma collection rapide, voici. On va rechecker donc à partir du début. Celle-ci, je ne vais pas la prendre puisqu'il y a les filets rouges, ça ne m'intéresse pas trop. Si jamais j'ai besoin de la récupérer, on verra par la suite, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pas envie de la prendre. La deuxième, je vais la sélectionner puisqu'on a un beau filet vert au niveau du reflet. On le retrouve un peu ici. On a aussi un filet de lumière jaune et on a un filet ici central blanc qui peut être très intéressant. Je la sélectionne. Je passe au suivant. Pas trop d'intérêt, puisqu'en plus j'ai quand même des petites formes qui sont pas très jolies, donc je la prends pas. La prochaine, pareil, pas trop d'intérêt. On a des effets de gyrophare, bon peu importe. J'ai pas trop envie de le récupérer. La suivante, la neutre, on l'a déjà récupérée. La prochaine,
pareil, pas trop d'intérêt. Ensuite, on a celle-ci, pareil, on a des petits trucs bizarres, donc aucun intérêt pour moi. Je continue. Celle-ci, je vais la prendre. On a ce beau filet arrière, donc du feu arrière d'un tramway que j'ai pris en vitesse puisque je suis à 5 secondes. Il était pas à l'arrêt, donc j'ai eu un effet de vitesse. Ça peut être intéressant pour dynamiser ma composition. Je prends. La suivante, j'ai une prise de vue d'un tramway avec un effet de vitesse un peu plus court. On a moins cette impression de vitesse, donc je pense que je vais le sélectionner. Ça peut être toujours très intéressant. Cette prise de vue, je ne vais pas la prendre car même si on a un filet de lumière, il est coupé, c'est-à-dire qu'il n'est pas complet, il ne couvre pas la totalité de ma composition, donc strictement aucun intérêt à récupérer. Celle-ci, je la prends parce que dès le départ, j'avais vu que j'avais fait un très très bon shoot puisqu'on a de très beaux filets de lumière avec un très beau reflet, donc je le prends. Celle-ci, c'est logique, on va l'utiliser pour récupérer le tram. En plus, il est très bien, il est parfaitement à l'arrêt, j'ai parfaitement réussi mon exposition. Le suivant, non, on a le tram qui redémarre avec un effet de vitesse. Non, je sais pas. Allez, on le sélectionne, on verra bien. Je le prends. Donc là, si je passe maintenant sur ma collection rapide, j'ai donc sélectionné au final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shoots sur la base des 13 shoots que j'ai réalisés sur le terrain. La sélection des diverses prises de vue que je vais utiliser pour composer mon image est terminée. On en a 7. Je les sélectionne ici, hop, en bas à gauche. J'ai 7 prises de vue et maintenant je vais faire CTRL au milieu de l'image, modifier ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et voilà. C'est-à-dire que Lightroom va développer les 7 prises de vue selon les paramètres prédéfinis par mon Lightroom, va les envoyer vers Photoshop et va créer automatiquement un élément PSD incluant 7 calques correspondant donc aux 7 prises de vue. Et ça va se faire automatiquement. On va se retrouver avec un élément PSD avec les 7 prises de vue amalgamées directement dans le même élément. Par contre, cette action ne fonctionne, pour rappel, que si vous avez un abonnement Creative Cloud ou une Creative Suite, si vous n'avez pas cette possibilité, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cette action, il vous faudra les développer séparément, un par un, et ensuite les amalgamer manuellement, donc sous Photoshop. Le développement se fait tranquillement, et là on va se retrouver, donc comme je vous l'ai dit, avec un élément .psd intégrant les 7 shoots. On les a sur la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correspondant donc aux 7 prises de vue. D'ailleurs, chaque calque porte le nom du fichier négatif numérique, donc d'origine. D'ailleurs, pour compléter la partie développement, j'ai donc développé depuis Lightroom mes 7 prises de vue en appliquant des paramètres d'export correspondant à une résolution finale de 300 dpi sur la base du format capteur. Donc, je suis sur un plein format 5D Mark III et en exportant vers un espace colorimétrique Adobe RGB 98. On a l'information ici en bas à gauche et donc ça va être donc ma base de travail pour développer, amalgamer, scénariser, donc fusionner tous ces éléments pour composer mon image finale. Alors avant de passer sur la partie fusion créative grâce à Photoshop de l'ensemble de ces prises de vue, j'aimerais partager avec vous une dernière observation liée encore une fois à la qualité de la prise de vue, à la gestion technique de la prise de vue directement sur le terrain. Si je fais défiler les calques donc correspondant aux 7 prises de vue, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., vous remarquerez qu'on a une parfaite homogénéité au niveau de l'aspect lumière de nos images, au niveau de la densité lumineuse de mes prises de vue. Pourquoi? C'est parce que j'ai imposé à mon boîtier, grâce au triangle d'exposition et surtout au mode manuel, j'ai imposé pendant toute ma session un temps d'exposition avec une ouverture, etc., pour avoir toute une session parfaitement homogène en termes de rendu global lumière de mes prises de vue. On est dans une situation qui est quand même relativement facile. On est à minuit, en pleine ville, l'éclairage urbain est très stable, il ne varie pas comme en milieu naturel, et donc ça m'a permis d'avoir des prises de vue parfaitement homogènes en termes de luminosité, et vous allez voir que c'est vraiment un très très gros avantage au niveau de la fusion de l'ensemble de ces prises de vue. Si vous travaillez par exemple à l'heure bleue, en début d'heure bleue, et que vous allez shooter jusqu'à
la fin de l'heure bleue. N'hésitez pas à compenser votre temps d'exposition puisque au début de l'heure bleue, vous allez avoir certainement plus de luminosité globale, luminosité naturelle, par rapport à la luminosité que vous pourrez avoir en fin de session, là où l'éclairage urbain va prendre le dessus. Donc faites très attention à ça. Quand vous décidez de travailler dans ce genre de composition très créative, il faut vraiment prendre en compte donc ce paramètre de faire en sorte que les densités lumineuses de chaque prise de vue soient les plus cohérentes possibles pour faciliter l'amalgame. Nous avons donc notre base de travail. Je vous propose maintenant de passer donc à la phase traitement Photoshop. Nous avons devant nous l'élément développé depuis Lightroom, un élément .psd, format de travail, je vous le rappelle, de Photoshop. On a 7 calques correspondant donc aux 7 prises de vue sélectionnées depuis Lightroom. Première chose à faire, lors de la présentation, je vous ai dit que j'avais dès le départ shooté, donc j'avais recherché à shooter une prise de vue la plus neutre possible pour l'utiliser comme base de travail. C'est ce qu'on va tout de suite rechercher dans l'ensemble de ces prises de vue. Si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, tout en restant appuyé et en cliquant sur l'œil qui correspond au calque, on peut visualiser automatiquement ce calque et désactiver les autres. Donc c'est toujours très intéressant de connaître cette astuce. J'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je clique sur l'œil du calque 013. Donc là, c'est pas le shoot de base. Le 012 non plus. 011 non plus. 09, c'est pas ça. 08, c'est pas ça. 05, je vérifie l'autre. Donc c'est bien le 05. Donc c'est-à-dire que là, j'ai retrouvé mon shoot de base qui correspond donc au shoot 005, c'est son numéro. Donc ce calque-là, je vais pouvoir maintenant l'utiliser comme base de travail. Donc je clique sur l'icône du calque et en restant appuyé avec ma souris ou avec le stylet, pardon, je fais glisser-déposer et je le pose tout en bas. Donc voilà, ça c'est donc ma base de travail. C'est à partir de cet élément qu'on va venir rajouter, on va venir enrichir ce shoot de base avec les autres éléments donc, que j'ai shootés séparément. Et donc, très logiquement, je pense que vous allez être d'accord avec moi dans un premier temps, car n'oublions pas que ça reste comme le sujet principal de ma prise de vue. Dans un premier temps, le plus intéressant, c'est d'intégrer le shoot que j'ai réussi parfaitement en termes d'exposition, en termes de vitesse, donc lors de la session de prise de vue sur place. Donc c'est le shoot où j'ai réussi à fixer à l'arrêt un tram parfaitement net. Et donc on va tout de suite rechercher le calque correspondant à ce shoot pour l'intégrer dans un premier temps à cette ambiance qui pour l'instant est totalement neutre. On visualise le calque numéro 2 qui porte numéro 013, c'est pas celui-ci. Le calque numéro 3, donc qui porte le numéro 012, et c'est bien celui-ci puisqu'on a le tram parfaitement à l'arrêt. Donc ça c'est le shoot que j'ai sélectionné donc lors du travail de sélection réalisé sous Lightroom. Pareil que tout à l'heure, glisser-déposer en position 2. Et donc l'idée c'est qu'on va tout de suite intégrer, grâce à un masque de fusion, on va intégrer le plus précisément possible le tram, son reflet et le filet blanc derrière. Alors je vous parle particulièrement du tram et de son reflet, et bien sûr aussi du filet, parce que la partie gauche ne m'intéresse pas du tout. Donc on a un énorme flash de lumière qui est provoqué par donc, la sortie d'une voiture, les phares de voiture, donc pas du tout intéressant. C'est aussi là l'intérêt de faire du multipose sur le terrain, comme c'est le cas lors de ma session urbaine, car c'est quand même assez difficile, ou alors il faut vraiment avoir énormément de chance d'avoir un shoot parfait sans défaut. Là, en ville, on a énormément d'éléments en mouvement, donc c'est assez compliqué. Mais là, on a la chance, puisque comme j'ai un calque qui est totalement neutre, une prise de vue qui est totalement neutre, la 005, vous voyez, je n'ai pas de phare de voiture, donc il suffit tout simplement de créer une transparence avec un masque de fusion pour récupérer la matière en dessous. Et donc, dans un premier temps, c'est logique, on va lui attribuer un masque de fusion qui pour l'instant est totalement blanc, et on va modifier ce masque de fusion pour créer des transparences. Pour ça, je vais prendre l'outil dégradé qui est ici, je vais aller du noir vers le blanc, je vérifie bien que je suis bien noir sur blanc, produit, très important pour créer donc, pour pouvoir amalgamer différentes interventions sur mon masque de fusion. Et là, je vais faire, en zoomant, comme ça sera beaucoup plus précis, je vais me positionner juste là, et je vais donc partir de la gauche vers la droite, très très court, vous allez voir, et hop, voilà.
Donc j'ai créé de la transparence. Si on dézoome un peu, donc avant, maintenant, j'ai totalement intégré donc le tram. Si je désactive le masque de fusion, je récupère bien sûr la matière. Donc ça, c'est une première intervention. Après, il faut bien sûr être un peu plus précis. Si on zoome dessus, vous voyez ici, si je désactive le masque de fusion, j'ai un un petit reste de phare de voiture. Je prends le pinceau, donc c'est B qui est le raccourci pour activer donc le pinceau. Je prends un pinceau très court, un peu plus dur. Je vérifie que je suis bien en noir. Et là, je viens être beaucoup plus précis. Voilà, ici. Voilà, je continue, je parcours un peu pour vérifier tout ça. J'hésite pas à désactiver, à réactiver. Je pense que je vais récupérer la partie basse. Si je prends le petit pinceau un peu plus flou, pour avoir un aspect un peu plus flou, un peu plus épais, et là je vais venir ici, voilà. Donc je suis toujours en noir, hein, puisque j'essaie de masquer. Voilà, pour créer un peu diffuser un peu de cette matière-là. Donc avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça m'a l'air pas mal du tout. Ah, j'ai un petit bout là encore, ici on va zoomer. Il faut être assez précis quand même dans cette... Quand on se lance dans de la fusion comme ça très créatif, il faut vraiment être précis pour être, voilà, pour être crédible on va dire. Donc là c'est pareil, je masque ça, voilà. C'est pas mal du tout. Je parcours un peu. Ici aussi. Alors j'hésite pas, et ça je vous le conseille toujours, d'activer et de désactiver avec l'œil donc le calque qui correspond au calque d'intégration pour vraiment voir les petits détails. Il n'y a que comme ça qu'on voit les petits détails. Ça m'a l'air pas mal. Donc vous voyez, si je dézoome encore un peu, avant, maintenant. Ça s'est fait quand même relativement facilement. Par contre, si je regarde là, ici, vous voyez, j'ai un petit problème au niveau des câbles, puisque c'est normal, le tramway en passant, il a tendu les câbles, donc ils ont bougé au niveau du reflet. Donc moi, je vais tout simplement masquer le reflet aussi. Je vais repasser sur dégradé, ici, comme tout à l'heure, outil dégradé, noir sur blanc, comme tout à l'heure. Et là, je vais venir donc du bas vers le haut pour récupérer, en fin de compte, le reflet sans la tension des câbles. Je regarde, ça va pas mal du tout. Donc si j'appuie sur Alt, donc la touche Alt de mon clavier, en cliquant sur l'œil, je peux visualiser uniquement le calque donc sélectionné. Et là, en fin de compte, je n'ai récupéré que ça pour l'instant sur le tramway. Je vous rappelle que ce que je voulais récupérer, c'est que le tramway et le filet qui est derrière. Donc ça, c'est intéressant. La partie haute, ici, on voit qu'il y a un petit décroché de densité. Si on zoome dessus, donc ça, c'est le calque 1, donc le premier calque. En intégrant le calque numéro 2, je vois qu'il y a un décroché de densité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'enlever aussi. Pareil, dégradé, du noir vers le blanc, linéaire, produit, et je viens me positionner ici. Voilà. Alors par contre, attention. Voilà, là il y a quand même un souci, c'est que si, vous voyez les calques, les câbles, pardon, ils sont en tension, donc ils ont bougé. Et là, il va falloir faire ça. On ne peut pas faire ça avec un dégradé, genre comme je viens de le faire, genre un truc comme ça. Non, parce que c'est pas assez précis. Il faut prendre un pinceau très très doux, assez grand. Voilà, cette taille c'est pas mal, un petit peu plus grand. Et là, je vais venir tout simplement faire un truc un peu plus précis pour récupérer la tension des câbles habituels. Voilà, c'est pas mal. Dans ce genre de détails, il faut être précis, mais il ne faut pas non plus faire une fixette, puisque il faut faire en sorte que vous voyez, par exemple, là, je vais m'arrêter là, et ça se verra pas. Ça, c'est clair qu'à un moment, il faut être précis à la fois, mais il faut être aussi un peu malin. C'est-à-dire que il faut, en fin de compte, masquer ce qui est visible. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. Hop. Voilà. Alors ici, là, je vais remettre de la lumière. Ah, voilà. Là, ici, pour éviter ça, je prends un pinceau beaucoup plus large et je viens tout simplement diffuser. Là, maintenant, je prends un pinceau plus petit. Je repasse en blanc pour remettre. Donc, vous voyez, c'est très important. J'utilise la touche X de mon clavier. Vous voyez ici, au niveau du sélecteur, pour passer noir en blanc. Et donc là, voilà, vous le savez maintenant comment on fonctionne, puisque vous êtes censé connaître parfaitement le fonctionnement des masques de fusion. C'est
blanc ou noir, ça me permet de masquer ou de réintégrer, ça me permet donc d'être beaucoup plus précis. Vous voyez, quand on regarde mon masque de fusion, c'est pas très beau, hein, mais si on regarde le résultat, c'est ce qui compte. Ne vous préoccupez pas de la qualité de vos masques de fusion, préoccupez-vous de l'aspect de la photo, c'est le plus important. Ça, c'est vraiment une combine de retoucheurs, hein. C'est pas le masque de fusion que vous allez regarder, hein. C'est justement le rendu, l'amalgame de vos images, c'est très important. Donc n'hésitez pas à activer, à désactiver. Tant pis ici, c'est pareil. Hop. Et je vais tout simplement remettre en place ces câbles. Là, je vais parcourir tout ça. Je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que c'est vrai qu'entre les câbles qui sont en repos et qui sont tendus par le fait qu'un tram passe, donc ça les bouge. Donc il faut faire attention à ça. Ici, là, je vais garder ça comme ça, c'est pas mal. Ah, pardon. Le voici, hop, voilà. Ici, ça se passe comment? Mais je trouve que c'est... Ah, ici, j'ai un peu débordé. Ici, au niveau de ce détail, donc je vais prendre un tout petit pinceau. Et là, je vais venir remettre la pointe du tram, voilà. Donc, si on revient en global, avant, maintenant. Et je trouve que c'est pas mal. L'intégration du tram s'est fait relativement facilement. On est d'accord, il faut maîtriser parfaitement la gestion des masques de fusion, mais ça s'est fait relativement bien. Et c'est encore une fois, c'est parce que il y a une vraie cohérence au niveau de la luminosité. Entre les deux, j'ai très peu d'écart de lumière, donc ça fait que l'amalgame se fait beaucoup plus simplement. Et tout ça, c'est parce que à la prise de vue, toute cette gestion de la lumière a été parfaitement gérée, et ça, c'est très important. Par contre, là, j'ai vu un détail qui ne me plaît pas du tout, ici. Vous voyez, cette tache-là, elle n'est pas très belle. Donc là, je vais la masquer. Prendre un pinceau un peu plus large, et là, je vais le masquer. Hop, voilà. Donc j'ai inversé la couleur, puisque j'étais en blanc sur le sélecteur, en appuyant sur X, je suis passé en noir pour venir masquer ça. Vous voyez, par contre, c'est ce que j'ai rajouté. Et là, c'est pareil. J'aime bien le petit personnage qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire réapparaître. Donc, c'est normal. On est blanc, j'utilise du noir sur mon pinceau, un peu large comme ça. Et là, je vais venir, je vais venir ici, le rajouter avec des petites touchettes, voilà. Donc là, je vais le mettre en bas. Je vais prendre un peu plus petit. Un pinceau plus petit, puis je vais être beaucoup plus précis. Voilà, rajouter son reflet. Voilà, donc avant-après. Et si je désactive le masque de fusion, j'avais... Ah, ok. Donc là, c'est un peu sombre. Vous voyez, il y a une petite tache verte. Donc ce que je vais faire, c'est que je passe en blanc le sélecteur. Et là, je vais venir donc récupérer la matière du calque. Vous voyez, du calque, donc 0,2. Alors je peux rester comme ça, puis venir ici, vous voyez. Ça me permet d'être plus précis. C'est vraiment un travail de précision. C'est du, voilà, on va dire, c'est de la haute couture, mais c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Alors, est-ce que j'ai envie de... Voilà. Pareil, donc je repasse en noir mon pinceau et je viens ici créer de la transparence. Donc vous jonglez entre le blanc et le noir. Je rajoute ou j'efface. Donc après, voilà, faut la dextérité. Puis il faut avoir aussi une sorte de petite réflexion aussi au niveau de la gestion du pinceau et du sélecteur. Voilà. Donc je pense que là, on est pas mal du tout. Alors, petite dernière vérification en désactivant et en activant le calque d'intégration. Donc le calque du tram, le calque numéro 2. Et là, je vois que j'ai fait une grosse bêtise. Ici, au niveau du reflet du tram, je zoome. Si j'appuie sur CTRL et que je clique sur le masque de fusion, je peux le désactiver et ça me permet de vérifier. Je vois bien que j'ai tout simplement supprimé tout bêtement une partie du tram. C'est pas bon du tout. Donc B, pinceau. Je passe en blanc puisque je veux comment dire, faire réapparaître. Vous voyez, en fin de compte, c'est cette tâche-là qui m'empêche donc d'avoir mon reflet, qui m'a supprimé mon reflet. Donc je vérifie que je suis bien sur le masque de fusion, que je suis bien en blanc, en pinceau. Et là, je vais réintégrer tout simplement le bout que j'ai supprimé. Voilà.
Et c'est là aussi un des gros avantages à travailler avec des masques de fusion, avec des calques, puisqu'on peut reculer, avancer, supprimer, rajouter, et ça laisse beaucoup plus de souplesse. Donc là, je pense que cette fois-ci, on est pas mal du tout. Ah non, encore un petit défaut ici. Vous voyez, on a une différence de densité entre les deux. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser ça. Cette fois-ci, je vais le faire avec un dégradé. Donc je vérifie que je suis bien sur le masque de fusion. Je passe sur un dégradé linéaire, du noir vers le blanc, donc au niveau du sélecteur. Je suis en produit, et là je vais faire, on va dire comme ça. Voilà. Voilà, donc là on voit plus la différence, c'est parti. Voilà, là, je pense que cette tâche là, de flair, il faudra qu'on la supprime au tout dernier moment quand on aura fini l'amalgamer tout cet ensemble. Donc voilà, cette fois-ci, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ok, c'est bon. Donc on continue et là cette fois-ci, je vous propose d'intégrer les fameux filets de lumière provoqués par le passage d'un gros tram, les trams modernes. Et ça, je sais que c'est le shoot 011, donc c'est ce calque-ci. Vous voyez, donc l'idée c'est de récupérer les beaux reflets donc de filets de lumière dans l'eau, aussi au niveau de la partie supérieure ici, et bien sûr le filet jaune, etc. Et donc, comme tout à l'heure, je sélectionne le calque correspondant au shoot, glisser-déposer juste en position 3. Et donc là, l'idée consiste en quoi? C'est d'utiliser des techniques les plus efficaces, les plus simples possibles pour intégrer le plus naturellement possible les filets de lumière. Donc on a le filet supérieur, la partie haute, le filet blanc, celui-ci, on a le filet jaune et on a le reflet. Donc je vous rassure, je ne vais pas partir sur des techniques complexes. On ne va pas détourer le tram, on ne va pas non plus générer des masques de séparation, des masques de fusion qui sont issus donc d'amalgames de diverses couches RVB, etc. Donc c'est pas intéressant. L'idée, moi, ce que j'aime dans ce genre d'intégration, c'est d'utiliser les modes de fusion proposés par Photoshop. Il y en a beaucoup, c'est ici. Par défaut, tous les calques sont en mode de fusion normal, mais on a tous ces modes de fusion qui sont là. Et alors, en plus, depuis les dernières évolutions de Photoshop, quand vous parcourez les modes de fusion, vous avez directement en live le rendu, ce qui est quand même assez intéressant. C'est un petit plus par rapport aux versions d'avant. Et là, j'aime bien utiliser le mode éclaircir. Alors, pourquoi le mode éclaircir? C'est que il y a une vraie logique à utiliser ce mode de fusion. Le mode éclaircir, c'est-à-dire que toutes les zones les plus claires du calque d'intégration, donc c'est celui-ci, le calque numéro 3, toutes les zones les plus claires vont écraser les zones les plus denses. C'est-à-dire que tout ce qui est plus dense, plus sombre que les parties lumineuses du calque numéro 3, celui-ci, vont automatiquement être écrasées par la lumière du calque d'intégration. Vous voyez? Ça, c'est le calque d'intégration. En dessous, c'est donc l'amalgame qu'on a réalisé juste avant. Et le fait de mettre en mode éclaircir, automatiquement, là, au niveau du tram, on va en parler par la suite, mais mettons de côté l'intégration au niveau du tram, mais regardez le reste, toute la partie basse. Ça s'est fait tout naturellement. Toute la partie ici, tout s'est fait tout naturellement. Pourquoi? C'est parce que automatiquement, comme on a exactement les mêmes densités que le calque de base, les filets s'intègrent tout simplement. Et ça, c'est magique, c'est des modes de fusion qui sont vraiment très intéressants. Pensez-y. Par contre, c'est vrai que au niveau du tram, on a une confusion. Pourquoi? C'est parce que le tram est composé de parties, on va dire, lumineuses, de parties sombres. Et en plus, il n'existe pas sur ce shoot-là, donc il y a forcément une confusion. Donc il va falloir travailler particulièrement toute cette partie-là séparément. Le reste, ça fonctionne très bien. Il n'y a que cette partie-là. Donc là, je vais vous demander un peu une gymnastique de l'esprit. Quand on utilise le mode de fusion par éclaircir, tout ce qui est plus clair, donc les densités les plus lumineuses vont écraser les densités les plus sombres. C'est-à-dire que si je prends le calque numéro 3, si je lui attribue une courbe que j'écrète directement, donc en appuyant sur la touche Alt de mon clavier, donc automatiquement ça sera écrété. Si je densifie le calque numéro 3, automatiquement, il y a des densités qui sont plus claires, qui vont passer plus denses que les calques du dessous. Et automatiquement, l'intégration se fera. Regardez, vous voyez bien? L'intégration s'est fait beaucoup. Vous voyez?
on voit que l'intégration s'améliore au niveau du tram. Plus particulièrement ici. On va aller dessus, on va réactiver la courbe. Ici, regardez, si je prends par les demi-tons la courbe que je descends, on fixer cette partie-là centrale, vous voyez, automatiquement ça s'intègre tout seul. Pourquoi? C'est parce que si je désactive les deux du dessous, vous voyez, avant c'était lumineux, toute cette partie était lumineuse, comme c'était aussi lumineux que le tram, donc l'intégration se faisait très mal. Et le fait de densifier le calque, l'intégration se fait tout seul. Avant, vous voyez, même le personnage avait quasiment disparu, là il est réintégré. C'est-à-dire que le fait de densifier, encore une fois, le calque numéro 3, vous voyez, avant c'était comme ça, maintenant ça devient comme ça. Certaines valeurs sont devenues plus sombres que les valeurs donc des calques du dessous, et donc ça n'écrase plus, ça laisse transparaître automatiquement la matière. Et si on regarde maintenant globalement, on est quand même pas mal partout, vous voyez ici, au niveau des reflets dans l'eau, au niveau du bâtiment, ça s'est fait très très bien. Par contre, c'est vrai qu'ici, on voit, plus particulièrement sur cette partie-là, ici et ici, on voit que malgré tout, il y a encore donc des parties lumineuses du calque numéro 3 qui sont restées beaucoup plus lumineuses que les densités du bas, donc c'est écrasé. Cette fois-ci, je ne peux pas faire grand-chose. Et là, on va plutôt travailler sur un masque de fusion. Cette fois-ci, on ne va pas modifier le masque de fusion qui a été attribué à la courbe, mais on va attribuer un masque de fusion au calque d'intégration, le calque numéro 3, celui-ci. Je viens de l'intégrer. Je prends le pinceau, je passe sur le secteur en noir, et là, je viens virer tout ça. Voilà. Ici et ici. Et pour un pinceau plus petit, vous voyez, par exemple ici, on voit ici il y a une tache, et cette tache-là, je pense que c'est le lampadaire. Comme le lampadaire est beaucoup plus lumineux et que malgré la courbe, j'ai pas réussi à l'assombrir suffisamment, et ben je vais le supprimer grâce au masque de fusion. Voilà. Donc là, je parcours un peu partout. Et là, vous voyez ici, il y a quand même un truc un peu plus délicat à négocier. C'est ici. Alors, une petite combine, c'est que moi, j'aime bien prendre un pinceau un peu plus petit, très dur, et je viens me positionner ici, parfaitement ici, et en appuyant sur Shift, et en me positionnant parfaitement aligné au bord, je clique en appuyant sur Shift et ça crée une ligne droite. Voilà. Ça permet d'être très très précis. C'est très utilisé dans l'architecture d'ailleurs. Alors pour vraiment comprendre cette astuce, vous voyez, ça donne ça. Je clique ici, je vais un peu plus loin, j'appuie sur Shift, ça me crée une ligne droite. Alors par contre, ça ne marche que si vous avez, si on revient sur les pinceaux, désactiver la dynamique de forme. Parce que si vous activez la dynamique de forme, ici, vous voyez, donc on va dire le pinceau, plus particulièrement encore une fois, si vous utilisez un stylet en tablette graphique, si vous cliquez ici et vous allez un petit peu plus loin, cette fois-ci ça ne marche pas puisque vous avez la dynamique de forme qui est liée à la pression du stylet. Donc pensez à le désactiver, ça me permet d'avoir des choses parfaitement droites. Vous voyez ici, Shift, hop. Donc ça permet de faire des petites récupérations comme ça, des modifications du masque de fusion assez précises. Donc j'en profite un peu pour parcourir un peu partout l'intégration, si ça a bien fait ou pas. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, oui et non. Vous voyez par exemple ici, cette tâche-là, elle est liée au fait que j'ai débordé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. J'appuie sur X, passer en blanc, et je vais l'enlever. Je vais vérifier ce que ça donne sur mon image, voilà. Et là, il y a quand même un truc qui me gêne un peu. Cette courbe-là, donc, a amélioré l'intégration partout. Ici, ça s'est fait très très bien au niveau, donc, la partie basse du tram. Ça s'est fait quand même relativement bien. Le résultat est très graphique. Par contre, ma courbe a densifié un peu trop à mon goût. Et donc, j'ai perdu un peu de cette partie-là qui est très intéressante. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va modifier le masque de fusion, mais cette fois-ci, non pas le masque de fusion du calque lui-même, mais le masque de fusion qui est attribué donc à la courbe. Je prends un pinceau plus grand, très diffus, et là je viens empêcher en fin de compte, je passe en noir,
et je viens en fin de compte empêcher que la courbe touche la partie supérieure, puisqu'en fin de compte je trouve ça assez joli d'avoir cette sorte de petit filet transparent assez doux, mais je trouve ça assez joli. Voilà. Je trouve que ça apporte un petit peu plus. Vous voyez, juste fais ça sur masque de fusion. En fin de compte, j'empêche la courbe de toucher cette partie-là. Et là, c'est pareil sur la partie basse. Vous voyez, il y avait quand même des belles transparences dues à l'intégration, donc uniquement avec le mode de fusion. Donc ça marchait très bien. Et le fait d'appliquer une courbe, ça a aussi touché la partie basse. Et donc, ça fonctionne encore une fois très bien au niveau du tram, mais moins bien sa partie basse. Donc je modifie le masque de fusion. Cette fois-ci, je prends un dégradé du noir vers le blanc, produit en linéaire. Et là, je vais, en fin de compte, récupérer la valeur native du calque numéro 3. Donc en empêchant la courbe, qui est celle-ci, par un masque de fusion, d'impacter la partie basse. Alors c'est vrai, ce genre de manipulation demande une vraie réflexion au niveau de la gestion des masques de fusion, donc leur impact direct sur les différents calques. C'est vrai que ça peut paraître assez compliqué, mais pour toutes les personnes qui maîtrisent déjà ce sujet, ça ouvre quand même pas mal de perspectives en termes d'intégration créative, comme on est en train de le faire maintenant. Là, par exemple, ici, pareil, si je zoome dessus, le calque que je viens d'intégrer est intéressant partout, mais là, je trouve que c'est pas très joli, cette matière au sol. Donc, je ne veux pas modifier la courbe, puisqu'elle n'a aucun intérêt. Cette fois-ci, je modifie le masque de fusion qui est attribué, il faut vraiment bien suivre, qui est attribué au calque. Je prends un pinceau noir, et là, je viens supprimer ça. Voilà. Et là, c'est pareil, il y a une tache ici. Donc, pareil, sur le masque de fusion. Donc, il faut jouer entre le masque de fusion qui est attribué au calque, on parle de matière, et le masque de fusion qui est attribué à la courbe, qui, en fin de compte, cette courbe-là n'est intéressante que pour la partie intégration. Je vous rappelle que cette partie-là, le reste est moins intéressant. Et donc là, masque de fusion, ça me permet de retirer ça. Je parcours un peu. Voilà. Pareil, donc, il y a une sorte de reflet ici qui est moins intéressant. Donc, masque de fusion, gros pinceau, et je vais récupérer. Donc là, ce qui est vraiment important quand on fait de la fusion comme ça, c'est d'avoir une vraie logique au niveau des masques de fusion. À quoi, on va dire, si je modifie ce masque de fusion qui est attribué au calque, quel est l'impact que va avoir au niveau de l'intégration. Ça, c'est vraiment une vraie gymnastique de l'esprit, mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, l'intégration est très belle. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Ah, ici, pareil. Vous voyez ici, le câble a vibré. Donc j'ai un doublon, pareil, sur le masque de fusion, puisque en désactivant et en réactivant, on voit la réaction. C'est ça, je vous conseille systématiquement d'activer, de désactiver vos calques pour voir un peu comment ça réagit. Ça vous permettra d'identifier les problèmes. Donc là, c'est pareil. Je vais enlever ce qui est apporté et là, je vais récupérer mon câble. Là, c'est pareil ici. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Alors peut-être que je vais laisser le vert puisque... Non, je vais laisser le reflet vert puisqu'il y a un feu rouge. Ici, ah non, qui est vert maintenant. Alors, là, ouais, d'ailleurs, j'ai un petit souci ici. Avant, le feu était rouge. Et là, l'élément que j'ai intégré, le feu est au vert. Donc, il va falloir que je travaille le petit halo qui reste, le petit halo rouge. Là, il faut que je passe au vert pour être logique. Parce que sinon, ça va pas être très logique au niveau des reflets. Ah, ici, j'ai une petite pastille, vous voyez. Ici, à ce niveau-là. Donc, pareil, je l'enlève. X. Je passe en noir. Donc n'hésitez pas à passer, bien sûr, utiliser X qui permet d'inverser le sélecteur pour passer noir ou blanc, ajouter ou rajouter ou supprimer ou rajouter la matière, c'est important. Là c'est pareil, je zoome ici. Vous voyez, l'intégration, il y a encore un petit bout de matière là, donc je vais prendre un pinceau un peu petit, moins doux, je vérifie que je travaille bien sur le masque de fusion qui est attribué au calque, hein, donc important, et là je vais supprimer. Voilà. Je continue. Ici c'est pareil, c'est pas très beau ça. Donc sélecteur, je suis bien en noir, pinceau,
bien sur le masque de fusion, ça c'est vraiment très important. Masque de fusion attribué au calque, je suis en noir, pinceau, et donc je peux supprimer cette partie-là. Encore une fois, j'active et je désactive, faites-le systématiquement, c'est très important. Ah, ici c'est pareil. Voilà, ici au niveau de la partie basse, ici, du tram, j'ai encore des montées de lumière, donc ici, du calque que je viens de rajouter. Donc masque de fusion, encore une fois, je vérifie que je suis bien sur masque de fusion, pinceau, noir, et là je vais prendre un pinceau même un peu plus large, très diffus, et là je viens récupérer la partie basse. Ça c'est vraiment très important. Je vous conseille toujours activer, désactiver et bien observer tout ce qui se passe. Par exemple ici, vous voyez, toute cette masse de lumière qui est ici, ça me plaît pas non plus. Elle est logique, hein, oui, elle devrait être là puisque je pense que c'est cette masse, c'est ce filet de lumière qui reflète au sol, mais bon, moi j'aime pas, ça me plaît pas du tout, donc je vais l'enlever. Voilà, je préfère récupérer cette brillance qui est plus, cette transparence, on va dire, de ce reflet d'eau, on va dire, que je trouve beaucoup plus intéressant. Donc au niveau du feu qui est ici, vous voyez, j'ai deux couleurs. Il faudrait que je transforme le rouge donc en vert. Alors pour ça, je vais me mettre juste au-dessus. Je vais créer un calque vierge. Je prends le sélecteur, je clique dessus. Automatiquement, j'ai la pipette, puisque quand on active le sélecteur, le tableau de sélection, donc sélecteur de couleurs, vous voyez, c'est marqué dessus. Je vais charger une couleur qui correspond au vert ici. Je vais piper, donc cliquer sur le vert et ça va charger dans le sélecteur le vert. Donc ça c'est très important. Le masque, donc j'ai créé un masque totalement vierge qui est donc qui n'a pas de matière. Je vais le remplir de la couleur du vert du sélecteur. Édition, remplir. Alors il y a des raccourcis pour ça, ils apparaissent à l'écran, mais c'est bien aussi de connaître les menus. Donc couleur de premier plan, je fais OK. Donc c'est vert de partout. Je le passe en mode couleur cette fois-ci. Voyez, tout est passé vert. C'est d'ailleurs au passage une bonne méthode pour créer des bichromies. Si vous travaillez beaucoup en bichromie, n'hésitez pas à utiliser cette technique qui permet d'avoir des bichromies teintées assez facilement. Bon, là, c'est pas le cas. Je vais lui attribuer un masque de fusion directement en noir. Donc, je clique ici, j'appuie sur Alt de mon clavier, je clique dessus et j'ai un masque de fusion rempli en noir instantanément. Je prends un pinceau, je passe le sélecteur en blanc pour que mon pinceau soit en blanc. Je le réduis pour qu'il ne soit pas très grand. Et là, je viens tout simplement cliquer. En fin de compte, le masque de fusion, et j'ai fait un trou dans le masque de fusion. Ça fait que le calque teinté en mode couleur va impacter la couleur du dessous. Donc le rouge est passé au vert, tout simplement. Voilà, c'est ces techniques, ces petites astuces qui font gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps. Si je dézoome et que maintenant j'active et je désactive, je pense qu'on est pas mal. Ici, vous voyez l'importance d'activer et de désactiver. Vous voyez, c'est vraiment très important. Encore une fois, le fait que le tram soit passé, ça fait vibrer donc les câbles. Et là, mon shoot d'intégration, le shoot qui donc m'a permis d'intégrer les filets de lumière, donc du tram qui est passé, les filets de phare, etc. Bah forcément, ça a fait bouger. Pareil, on revient sur le masque de fusion. Et ça, c'est vraiment très important de bien suivre l'histoire donc de l'intégration. La fusion, c'est avant tout comprendre les différents masques et les différents masques de fusion. C'est très important pour s'y retrouver. Le masque de fusion, c'est celui-ci qui correspond au calque. Donc, je l'active. Je prends le sélecteur en noir, puisque je vais prendre un pinceau teinté noir. Et là, je vais le supprimer. Voilà. J'ai pris un pinceau relativement large. Je vous conseille, quand c'est pour supprimer globalement des matières comme ça, de prendre les pinceaux les plus larges possibles et les plus diffus possibles en dureté, parce que c'est beaucoup plus simple. Plus le pinceau est petit et fin, plus vous risquez d'avoir des défauts, et donc n'hésitez pas à travailler dans ce sens-là. Je dézoome, et là je pense que cette fois-ci on est pas mal. Pas mal du tout même. Donc il y a des petites brillances au sol qu'on va garder, etc. Donc voilà, je reviens en global.
Voilà, je pourrais supprimer ici, mais non, je vais ça dessine un peu, je vais le laisser ça. Ok. Là, j'active et je désactive systématiquement le calque d'intégration, donc le calque numéro 3 qui correspond au filet de lumière du tram. Mais n'hésitez pas aussi à désactiver et à activer cette fois-ci la courbe qui vous a permis d'améliorer l'intégration au niveau du tram, puisque je l'ai avant tout fait pour le tram. Et là, il y a un truc quand même que j'aime bien, que j'ai perdu. Vous voyez, là très clairement, la courbe m'a permis de mieux intégrer au niveau de la partie. Je prends un pinceau plus petit, pardon. Hop, voilà. Donc la courbe m'a permis d'intégrer plus facilement cette partie-là, on le voit. Par contre, j'ai peut-être perdu du fait de cette courbe-là, comme je laisse impacter un peu l'ensemble de l'image, j'ai perdu une certaine douceur. Vous voyez ici, c'est assez joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas modifier le masque de fusion. C'est pas la matière du masque de fusion qui correspond au calque que je vais modifier, c'est plutôt la courbe elle-même, l'impact de la courbe qui impacte toute cette partie-là. Donc, je vais modifier son masque de fusion. Je vais prendre un pinceau plus large. Je vérifie que je suis bien dessus. Donc, je suis bien en noir. Et là, comme mon masque de fusion est blanc, au niveau de la zone qui est ici, je vais tout simplement le passer en noir. Et là, vous voyez, je récupère des petites douceurs sympathiques que je trouve assez sympa. Ici. D'ailleurs, j'ai un petit défaut. Là, j'ai un petit décroché. On le voit ici. Et donc ça, ce petit décroché-là, c'est le masque de fusion. Le voici. Il est là. C'est cette partie-là. Vous voyez, en appuyant sur Alt de votre clavier. La touche Alt, c'est vraiment une touche magique quand vous travaillez sur Photoshop. Alt, en cliquant sur le masque de fusion qui est attribué, donc je vous le rappelle, au calque lui-même, à la matière. Vous voyez ici ce coup de pinceau là que j'ai mis ici. J'ai un petit débord là. Donc je vais le modifier. Je vais passer en blanc, sélecteur. Et là, je vais... Voilà. Alors je sais, ça peut paraître un peu... Voilà, oui, c'est des détails. Mais justement, c'est là-dessus que la qualité de ce genre d'intégration va se faire. Donc n'hésitez pas à désactiver et à activer donc, ce qui correspond au calque lui-même, la matière elle-même, c'est très important, mais aussi la courbe, puisqu'on peut récupérer des belles douceurs. Donc ça c'est pas mal. Et par ici, vous voyez, c'est un peu dur au niveau du filet. Il y avait une certaine douceur qui existait, vous voyez, et c'est parce que tout simplement la courbe a impacté cette partie-là. Cette courbe-là qui, je vous le rappelle, l'a utilisée quasiment, je l'ai conçue uniquement quasiment pour améliorer l'intégration du tram. Donc autant modifier son impact sur le reste de l'image. Donc, pardon, je passe en ici, donc voyez ici, donc là je vais passer en noir, sélecteur noir, et là je vais passer un peu au large comme ça, tout doucement, pour récupérer cette douceur du filet qui était vraiment très intéressante. Et là en bas, pareil, ici, voilà. Enfin, compte, on va dire que la courbe en elle-même, si on regarde son masque de fusion, on s'aperçoit qu'elle impacte que la partie centrale, la partie du tram, puisque le reste, donc l'impact ne se produit pas sur le reste du calque du dessous, le calque lié, puisque c'est protégé par le masque de fusion. Et si maintenant je désactive le calque numéro 1 et le calque numéro 2, donc on a l'aperçu global du calque numéro 3 avec les matières qui ont été gardées, donc les filets de lumière et les matières qui ont été supprimées. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, on a plutôt l'impression d'avoir un truc fait à l'arrache, et pourtant non, ce n'est pas fait à l'arrache. Ce qui compte, c'est bien le résultat issu de l'amalgame de tous ces éléments, et ça c'est vraiment le plus important. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on continue, le shoot 013, celui-ci. Est-ce que j'ai un intérêt à l'utiliser? Bon, on a un beau effet de vitesse au démarrage du tram, mais franchement, ça ne m'apporte rien de plus. Donc, je le glisse, dépose tout en bas, on le met en réserve. Le suivant, le 09, oui, bof, pareil. Le tram, je l'ai shooté juste avant que le tram s'arrête. D'ailleurs, c'est pas le même tram, puisque il n'a pas les mêmes publicités. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Je glisse, déposer en bas. Alors d'ailleurs, je vous conseille quand c'est comme ça, c'est de pas forcément les supprimer, mais de les garder en réserve. Moi, j'aime bien, quand c'est comme ça, les calques issus des shoots que j'utilise pas, tout simplement de les réserver. Je sélectionne les deux, je clique sur le premier. Si j'appuie sur Shift, je clique sur le deuxième, ça me permet de sélectionner les deux. Et là, je fais commande ou CTRL G
hop, ça me permet de créer un groupe directement que je vais appeler réserve. On ne sait jamais, peut-être que, je sais pas, imaginons, dans quelques mois, je reprenne le PSD et que j'ai envie de travailler différemment. En tout cas, je garde mes shoots de côté. Il faut toujours garder ces shoots, on ne sait jamais. On continue, 008. Ah, celui-ci, oui. Celui-ci, j'aimerais bien le récupérer puisqu'on a cet effet de vitesse qui est intéressant. J'aime bien ici. Et en plus, ce filet rouge ici. Donc, pareil, on va faire comme tout à l'heure. Je le prends et je vais le mettre en mode éclaircir, comme tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'il apporte? Mais il est pas mal, le petit filet ici, ici, ici. Donc cette fois-ci, pareil, masque de fusion, comme tout à l'heure. Je vais prendre dégradé, du noir vers le blanc. Donc ici, c'est confirmé. Linéaire, produit. Et là, je vais faire de la gauche vers la droite. Avec cette orientation-là, je vais récupérer donc mon intégration du tram d'avant. Ça, c'est OK. Ensuite, est-ce que c'est intéressant cette partie-là? Vous voyez, c'est vraiment un travail de réflexion, de composition. On crée une image, donc c'est vraiment très intéressant. Ici, je vais enlever ça. Donc gros pinceau, le pinceau donc raccourci B que je suis bien en noir, et là je vais passer ici pour récupérer ma matière d'origine. Voilà. Par contre, maintenant, si j'appuie sur Alt de mon clavier sur l'œil, pour l'instant je ne récupère que ça, ce qui est quand même pas mal. Au-dessus, pareil, je vais supprimer toute la partie supérieure. Vous voyez, en gros, si je le fais directement en visionnant mon travail sur le calque, donc Alt sur le clavier, je clique sur l'œil, ça me permet de faire ça. Je travaille sur masque de fusion, dégradé, linéaire comme tout à l'heure. C'est quasiment tout le temps les mêmes outils. Je supprime la partie haute. Et là, je supprime la partie basse. En fin de compte, je garde que ça, vous voyez. Et pourtant, bah, ça permet de compléter quand même. Ça apporte un petit plus. Ah, si je zoome dessus, j'ai ici donc un texte qui est intégré par ça. Pareil, sur le masque de fusion, vous voyez, c'est quasiment le même principe. On est toujours sur le même principe. En fin de compte, on a des calques, on travaille sur la matière. Les masques de fusion permettent, en supprimant, rajoutant, de composer une ambiance que vous allez voir au final vraiment, vraiment sympa. Donc pareil, mon dégradé était peut-être un peu court. Vous voyez, j'ai mon effet de vitesse qui monte un peu, qui déborde un peu sur le tram. Est-ce que je le garde ou pas? Non, je vais le garder. Voilà. Ici, sur le masque de fusion, je prends un pinceau plus petit. Masque de fusion, il est bien en noir et je supprime le texte qui est ici. Et là, j'ai mon personnage qui a quasiment disparu. Moi, j'ai envie de le garder. Donc pareil, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau beaucoup plus gros. Voilà. Bien diffus comme il faut. Encore plus gros. Et là, je vais venir ici, le récupérer. Voilà. Je vais le faire reparaître devant. Donc vous voyez, je mets des petites touchettes comme ça. Non, ça, je vais le garder ici. Voilà. Donc si vous regardez mon sélecteur sur la gauche, j'arrête pas de passer du blanc à noir en appuyant sur X. Ça me permet donc de travailler mon intégration plus facilement. Là, je vais l'enlever ça. Voilà, comme ça. Hop. Donc, je vais faire juste là, ici, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc ça fait un petit effet de vitesse que je trouve assez sympa. En plus, on a un petit reflet au sol qui est joli. Non, j'aime bien. Voilà, on va regarder ça comme ça. Alors si jamais, par exemple ici, vous voyez, il y a des petites auréoles ici, par exemple ça là. Je sais pas ce que c'est, donc je vais le supprimer parce que c'est pas très graphique. Donc je vais démarrer ici, masque de fusion, encore une fois, noir, pinceau. Je me positionne ici et là, en restant appuyé sur la souris ou le stylet, je vais tout droit et ça me permet d'enlever toute cette bande là. Voilà. Vous voyez, mon masque de fusion, ça ressemble à ça. Hein. Vous voyez, c'est pas très beau, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le rendu. Ce qui va l'air pas mal du tout. Voilà. Par contre, je vais enlever la partie centrale. Je vais tout enlever. Ça, je vais l'enlever tout ça. J'ai gardé que la partie. Je vais garder que ce filet là et le filet derrière du petit spot là qui vient souligner. Pour ça, c'est validé. Ensuite, on continue. Le dernier, celui-ci. Qu'est-ce qu'il m'apporte celui-ci?
Bah oui, le filet vert qui est très joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui appliquer encore une fois un mode de fusion par éclaircir. Le voilà, tout simplement. On voit que l'intégration du filet vert, le reste, peu importe, on ne va pas le garder. On va se concentrer uniquement sur le filet vert tout en bas qui longe donc l'autre filet qui est très très joli, c'est très graphique, ça vient souligner en fin de compte le filet dans le reflet. Pareil, on appuie sur la touche Alt du clavier, sur la fonction masque de fusion, on va aller attribuer un masque de fusion noir directement. Je prends mon pinceau, je vérifie que je suis bien en blanc sur les sélecteurs, et là je vais, en restant appuyé d'un bout à l'autre, tout simplement ouvrir mon masque de fusion, vous voyez, il ressemble à ça. En appuyant sur Alt, clic sur le masque de fusion, on peut le visualiser. Et ça permet donc de récupérer le filet vert très très simplement, encore une fois, grâce au combiné mode de fusion par éclaircir et masque de fusion. Je vous propose maintenant d'appuyer 2 fois sur la touche F pour modifier le mode d'affichage. Donc une fois, une deuxième fois, et vous allez avoir l'image en plein écran, ce qui permet d'avoir une vue globale donc sur l'image et de prendre le temps d'analyser l'intégration, voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Par contre là, je pense que vous allez être comme moi sur fond noir. J'aime pas trop analyser avec un fond noir parce que le noir densifie visuellement, donc par contraste l'image. C'est pas très intéressant. Alors si vous cliquez sur CTRL, si vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, vous cliquez sur le fond noir, vous pouvez modifier sa teinte. Et j'aime bien analyser avec le gris foncé plutôt que le noir, ce qui permet d'avoir une image voilà, plus facilement analysable en termes de contraste. Et donc là, c'est vrai qu'on a une image que je trouve à la fois dense dans certaines zones. N'oublions pas, nous sommes en pleine nuit, il est minuit, mais malgré tout très lumineuse au niveau de la rue, grâce à l'éclairage urbain qui est légèrement chaud. C'est volontaire, on l'a vu au développement, j'ai volontairement réchauffé ma balance des blancs. Et donc là, ça permet à ce niveau de mettre en plein écran, de prendre le temps de regarder l'image. Et là, je vois par exemple la poubelle ici, elle est coupée, donc j'aime pas avoir des éléments un peu coupés, donc on va la supprimer. Et je pense que j'ai envie de renforcer cette idée de lumière au niveau de la rue, avec l'éclairage des lampadaires, pour faire un contraste entre la partie haute et la partie basse de l'image, qui sont un peu plus denses, c'est logique. La partie haute, il y a moins d'éclairage urbain, il y a la nuit, et le reflet représente donc cette densité. Donc garder les densités hautes et basses et éclairer la partie centrale pour dynamiser un peu tout ça. Donc on va faire ça, supprimer la poubelle, on l'a déjà vu ensemble. On va aussi supprimer la tache de flair qui est ici. Et après, je pense qu'on va en rester là. D'ailleurs, une toute dernière remarque avant de continuer. Vous avez certainement remarqué que pour l'instant, je n'ai appliqué aucun réglage de couleur. Les couleurs que j'ai à l'écran, ce sont les couleurs que j'ai obtenues directement au développement depuis Lightroom. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai appliqué aucune correction de teinte. Et pourquoi? Parce que je trouve que les couleurs que j'ai à l'écran sont relativement naturelles. Ce sont des couleurs que j'ai recherchées. Alors, ma lumière est un peu plus chaude que la réalité, on le sait, puisque je l'ai modifiée avec Lightroom. Mais voilà, ça, ce sont les couleurs que j'aime. J'ai pas envie de modifier. Alors, je ne vois pas pourquoi j'irais modifier des teintes qui me plaisent. C'est-à-dire que tout le travail, encore une fois, a été fait à la prise de vue et à la gestion, donc au niveau du développement de mes négatifs numériques sous Lightroom. On repasse en mode normal en appuyant sur la touche F du clavier et là dans un premier temps on va lui appliquer cette fameuse courbe pour donc accentuer la luminosité de la partie centrale horizontale de l'image. Je me positionne juste ici sur le dernier calque, je vais sur les courbes de réglage ici, courbe ici, hop, je prends par les hautes lumières, le curseur donc la partie la plus haute de la courbe, je la remonte un tout petit peu, pas trop. Vous voyez l'entrée à 240, sortie 255. Je prends un petit peu les demi-tons, je remonte un tout petit peu, entrée 124, sortie 138. Et là, je vais au niveau des basses lumières, les densifier un tout petit peu. Donc entrée 3, sortie 1, 4, c'est très bien. Donc avant, après. Donc ça m'a permis de mettre un coup de pêche au niveau du contraste, au niveau de la partie centrale de l'image. Et donc là, je vais prendre un dégradé, donc du noir vers le blanc, linéaire, en fusion. Et là, je prends la partie basse, donc du bas vers le haut, en appuyant sur
la touche Shift du clavier pour forcer la verticalité. Donc là, vous voyez, on est obligé d'aller donc très vertical. Ça permet donc de bien maîtriser son dégradé. Et je vais donc du noir vers le blanc pour protéger la partie basse. Et pareil en haut, en face. Donc du noir vers le blanc, donc du haut vers le bas. Et protéger, je peux même l'allonger un petit peu plus. Ici aussi, comme je suis en mode produit, ça additionne à chaque fois donc le masque de fusion. Et ça permet, vous voyez, d'avoir un point, donc d'accentuer un peu la luminosité au niveau de la rue, et ce qui contraste un petit peu plus. Je trouve ça assez sympa. Je regarde encore un peu, oui, c'est pas mal. Alors, je peux réactiver un peu la courbe et peut-être accentuer encore un tout petit peu les demi-tons, mais pas trop. Et forcer encore un tout petit peu les basses lumières. Voilà, entrée 7, sortie 1. Et là, au niveau des demi-tons, entrée 117, on a 113, 142. Impeccable. Vous voyez, ça, je trouve que ça donne un petit peu plus de luminosité à la partie centrale. Ça recentre le regard sur la partie centrale, que je trouve vraiment sympathique. Ah, je m'aperçois d'un truc là. Je vais checker vite fait. Hop, hop. Ah oui, c'est ça. Ici, à ce niveau-là, j'ai encore un petit défaut. Ici. Ici, là. Tout ce petit. Vous voyez, c'est des petits détails. Donc, je vais réactiver tout le reste. Et là, je vais revenir sur le masque de fusion qui est ici. Petit pinceau. Voilà. Et là, je vais aller le supprimer. Donc, je prends un pinceau un peu large. Et là, je vais diffuser là. Voilà. Ouais, c'est vraiment dans le détail, mais c'est important. Et c'est marrant parce que j'ai encore un bout de... Ah, le voilà, ici, voilà. Vous voyez, le poteau, la transparence vient aussi de ce shoot là. Donc pareil, je vais sur le masque de fusion et là je vais l'enlever sur le masque de fusion. Et ça, et c'est là où l'intérêt de bien comprendre ces histoires de masque de fusion, c'est que ça permet de revenir très précisément sur des détails. Donc voilà, ça c'est fait. Alors on revient sur l'ensemble. Là je trouve que c'est pas mal du tout. Ça a ouvert un peu la lumière au centre et ça a dynamisé un peu tout ça, c'est pas mal. Donc ça c'est fait, et ensuite maintenant la poubelle. Alors la poubelle, moi ce que je vous propose c'est de faire un calque vierge. Voilà, on va prendre l'outil tampon qui est ici, donc le raccourci c'est S. Et là on va les zoomer sur la poubelle. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va ici sur l'option qui est ici, vous voyez calque actif, et là on va mettre tous les calques. Ça veut dire que l'outil tampon va prendre en compte tous les calques inférieurs, tout ce qui est en dessous, et va reproduire la matière sur ce calque vierge, ce qui est très intéressant. Donc je me positionne là, je zoome encore un petit peu, ici, je me positionne là, et là j'enlève. Voilà. Donc après c'est l'outil tampon, c'est pas non plus très compliqué, il faut juste le maîtriser un peu. Voilà. Après, en fin de compte, moi j'enlève tout globalement et après je regarde s'il n'y a pas des répétitions, car voilà, vaut mieux éviter répétition parce que là ça va se voir. Donc je fais ça. Donc vous voyez, il y a des petites répétitions, 1, 2 et 3. Donc je prends un pinceau un tout plus petit. Et là je viens, voilà, un peu plus dur même. Et là je viens tout simplement mettre voilà, des petits coups de souris ou de stylet. Bon, moi je travaille au stylet à tablette graphique, hein, mais voilà, après, ça dépend le matériel que vous avez. Mais là, le principe est le même, hein. Donc là, on aligne. On va supprimer ça. Donc, hop. Et là, on va remettre de la matière du haut vers le bas, parce que c'est logique. Voilà, comme ça sera supprimé. On va éviter de faire des répétitions. Ce qui est pas mal du tout, voilà. Hop. C'est pas mal du tout ça, j'ai enlevé ça. Voilà. Et donc là, l'intérêt de travailler comme ça, c'est que, en fin de compte, la matière est sur un calque à part. Si jamais demain vous décidez, ça m'étonnerait, on est bien d'accord. Mais c'est un principe de précaution au niveau de la retouche, ne jamais supprimer définitivement les éléments. Bon là c'est une poubelle, mais imaginons que vous travaillez sur une autre, sur par exemple le personnage et que d'un seul coup, 2 ou 3 jours après, vous ou un client vous dites maintenant le personnage
je le veux, donc c'est toujours très intéressant de travailler sur les calques. C'est toujours très intéressant de protéger sa retouche pour pouvoir revenir en arrière. Toujours dans cet esprit, rien n'est figé. On peut toujours revenir en arrière. Donc ça, c'est l'intérêt. Et là-haut, donc là, on a le dernier détail qui est ici. Le voici, le flair. Alors le flair, je pense qu'il vient d'un calque, je ne sais pas lequel. Bah, c'est celui-ci. Donc si j'appuie sur Alt de mon clavier, je peux l'activer, vous voyez, et désactiver tout le reste. Donc c'est bien celui-ci. Là, on ne va pas s'embêter. On va prendre l'outil outil pièce. Hein. Je fais une patate, je déplace et c'est supprimé. Très très simple, très efficace. F pour modifier le mode d'affichage. Je pense que là, écoutez, moi je trouve qu'on a un très beau résultat. Moi ça me plaît en tout cas. L'image est très belle, très dynamique. La colorimétrie me plaît encore une fois. On est sur les tons un peu chauds. Le jaune, c'est la couleur de Lisbonne. On identifie bien, et c'est pour ça que particulièrement sur cette zone-là, on a un blanc, voilà, légèrement chaud, mais ça reste quand même naturel avec ce jaune qui est vraiment spécifique de Lisbonne. Et on a un tramway qui est très dynamique, très coloré, et sans exagération, on est très naturel. Pourquoi? C'est parce que je suis encore une fois resté toujours sur l'idée des couleurs que j'ai obtenues donc au shoot avec le développement qui va avec sous Lightroom.